Imaginez des histoires qui, pendant des siècles, prennent la poussière sur les pages jaunies des livres, ou pire encore, sont ensevelies sous le lourd manteau de la honte. Mais parfois, incroyablement rarement, l'une de ces histoires perce la surface haletant pour respirer tremblante, mais animée d'une détermination inébranlable à être entendue avant qu'il ne soit trop tard. Pendant 70 longues années, Johann Schmidt Jr. a porté un nom qu'il n'avait jamais demandé. Un nom comme une tache indélébile souillait chaque pièce où il entrait. Il était plus qu'un simple homme, il était le cousin de Hitler, et pendant la majeure partie de sa vie, il a désespérément tenté d'effacer ce lien de sa mémoire. Mais maintenant, au seuil du néant, Johann aspire à transmettre au monde ce qu'il a vu, ce qu'il sait, et qui était vraiment Adolf Hitler. Avant de passer à l'essentiel, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure des gratitudes. Merci. L'histoire a peint un portrait d'Hitler comme un monstre absolu. Mais que se passerait-il si son propre sang, sa famille racontait une histoire totalement différente? Pour comprendre les révélations de Johann, il convient d'abord de se poser une question qui était Hitler. Avant que le monde ne connaisse son nom terrifiant, les monstres ne naissent pas sous leur forme définitive. Ils se développent progressivement pas à pas, décision après décision, mensonge après mensonge. C'est là que réside la vérité inconfortable. Adolf Hitler n'a pas toujours été un monstre. Né en 1880 dans la petite ville autrichienne de Braunau am Inn, Hitler a passé une enfance plutôt ordinaire. Dans sa jeunesse, il était loin de l'homme qu'il deviendrait. Il adorait dessiner et rêvait de devenir artiste. À deux reprises, il tenta d'intégrer des écoles d'art à Vienne et à deux reprises, il fut rejeté. Chaque refus rendait le monde à ses yeux plus sombre, comme si les couleurs de sa palette s'estompaient. Errant sans but dans les rues de Vienne brisées et amères, il commença à chercher des coupables. Il n'eut pas à chercher bien loin. Il absorba avidement la haine lisant des journaux antisémites et écoutant les conversations venimeuses dans les cafés. Dans cet environnement saturé de colère, sa perception changea et les mots de haine commencèrent à lui sembler vrais. Avec le début de la Première Guerre mondiale, il s'engagea dans l'armée allemande. À l'époque, il n'était pas un leader. Il fut décoré pour sa bravoure, mais lorsque l'Allemagne perdit la guerre, quelque chose en lui se brisa. Il n'était pas seulement en colère, il était humilié jusqu'au plus profond de son âme. C'est à ce moment-là que commença son ascension vers le pouvoir. Dans les années qui suivirent, l'Allemagne était dans une situation désespérée. L'économie était en ruine, les gens cherchaient désespérément des réponses et des coupables. Hitler leur donna une cible à blâmer. Il rejoignit un petit groupe politique, le Parti ouvrier allemand, et en prit rapidement le contrôle. Il avait une voix captivante qui forçait les gens à écouter, non pas parce qu'il était séduisant, mais parce qu'il était empreint de colère, ce qui correspondait parfaitement à l'humeur de la foule. Bientôt, il renomma le parti en Parti national-socialiste des travailleurs allemands ou Parti nazi. En 1923, il tenta un coup d'État. Ce fut un échec. Cette action le conduisit en prison. Pendant son incarcération, il écrivit Mein Kampf, qui signifie Mon combat. Page après page, il exposa ses convictions, une peur et une vision pervertie d'une Allemagne pure. La plupart des gens ignorèrent cet avertissement, mais comme nous le savons maintenant, ils auraient dû y prêter attention, n'est-ce pas? À sa sortie de prison, il changea de tactique. Il décida de conquérir le pouvoir par des moyens légaux, abandonnant toute idée de nouveaux coups d'État. Et il réussit. Lorsque l'économie s'effondra à nouveau, plongeant les gens dans le désespoir, Hitler proposa sa solution. Il promit des emplois, de la stabilité et un sentiment renouvelé de fierté nationale. Il fut patient et exploita habilement la peur. En 1933, il fut nommé chancelier de l'Allemagne. Cela devait être un compromis politique. Au lieu de cela, ce fut le début de quelque chose d'irréversible. Une fois au pouvoir, il rejeta toutes les règles. Il élimina ses rivaux, ferma les journaux et interdit tous les autres groupes politiques. En quelques mois, la démocratie disparut et le titre de Hitler passa de chancelier à Führer le chef. Sous son règne, l'Allemagne changea rapidement. Les usines redémarrèrent, des routes furent construites, les gens exultaient. Mais sous tout cela, la cruauté grandissait. Les familles juives perdaient leurs emplois, les livres brûlaient sur les places publiques, les gens disparaissaient du jour au lendemain.
Ce qui commença par des slogans se transforma en loi. Ce qui commença par des accusations devint de la violence. Le monde extérieur observait avec incertitude et hésitation. Puis, en 1939, l'invasion de la Pologne déclencha la guerre. Cet événement marqua le début de la période la plus terrifiante de l'histoire de l'humanité. Avant la guerre, avant les discours tonitruants, les drapeaux flottants, les marches et les trains, Hitler était simplement le parent de quelqu'un. Il assistait à des dîners familiaux, servait des plats, parlait doucement. Et Johann s'en souvient. Avant qu'Hitler ne terrorise le monde, il mettait les gens mal à l'aise dans une pièce. Ce n'était pas ce qu'il disait, mais la manière dont il observait et ce qu'il ne disait pas. C'est là que commence l'histoire de Johann, non pas dans les salles politiques, mais dans une maison autour d'une table avec un garçon qui deviendrait plus tard méconnaissable. Ainsi, il y a ce que le monde sait de Hitler et ce que sa propre famille a vu quand personne d'autre ne regardait. Avant qu'Adolf Hitler ne devienne une figure historique sinistre, il faisait partie d'une famille. Pas la plus chaleureuse ni la plus nombreuse, mais une famille tout de même. Et pour comprendre les souvenirs de Johann, il faut pénétrer dans cette maison. Car dans ses premières années avant le pouvoir et la guerre, quelque chose était déjà brisé. Adolf Hitler était le fils d'Alois Hitler, un fonctionnaire des douanes. Alois était colérique, obsédé par le contrôle et souvent cruel. À la maison, il commandait comme un sergent sur un terrain de parade. La mère de Hitler, Clara, était tout son opposé douce pieuse, presque douloureusement tendre. Hitler s'accrochait à elle car elle semblait être la seule personne qu'il aimait sans condition. Ils eurent 6 enfants, mais seuls 2 survécurent à l'enfance d'Adolf Hitler et sa jeune sœur Paula. Paula était calme, timide et détestait attirer l'attention. Hitler la respectait, mais pas de manière fraternelle. C'était plus comme s'il protégeait un objet fragile. Il montrait rarement de l'affection, même elle le confirmait. Ils vivaient sous le même toit, mais n'étaient pas vraiment proches. Les dîners étaient informels tendus. La voix de leur père emplissait la pièce bien plus souvent que les conversations animées. Hitler parlait peu. Il observait, suivait les règles et apprit tôt à se fondre dans l'air sans laisser de traces. Puis lentement, il commença à s'éloigner. Il disait « Je suis une créature totalement étrangère, c'est ainsi que je suis ». Il le pensait et il vivait selon cette idée. Même ceux qui partageaient son sang deviendront avec le temps des étrangers pour lui. L'une d'entre eux était Angela Hitler, sa demi-sœur. Ils avaient le même père, Alois Hitler, mais des mères différentes. Angela était née du deuxième mariage d'Alois avant qu'il n'épouse Clara, la mère d'Adolphe. Elle avait d'environ 7 ans de plus et pendant la majeure partie de leur enfance, ils n'étaient pas particulièrement proches. Mais des années plus tard, lorsque Hitler accéda au pouvoir, Angela joua un rôle actif dans sa vie, gérant longtemps son foyer d'abord à Munich, puis dans son refuge montagnard de Berchtesgaden. Elle cuisinait, supervisait le personnel et essayait de maintenir une semblance de vie normale dans la maison. Mais même elle avait ses limites. La seule personne qu'il laissait vraiment approcher était Jelly, la fille d'Angela. Cependant, une histoire douloureuse est associée à Jelly. Elle mourut d'une blessure par balle dans l'appartement de Hitler à l'âge de 23 ans. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Hitler était obsédé par elle. D'autres affirmaient qu'elle s'était suicidée. À ce jour, personne ne connaît la véritable raison, mais elle disparut de toutes les photos et de toutes les histoires. Certains prétendaient qu'il l'avait enfermée dans l'appartement lors de leur dernière dispute. Hitler n'était pas là lorsqu'elle mourut, mais cela n'empêcha pas une vague de doutes et de rumeurs. Après la mort de Jelly, Hitler devint encore plus distant. La froideur devint son état habituel. Il coupa les liens avec les gens discrètement et définitivement. Il força Paula à changer son nom de famille en Wolf, le même pseudonyme qu'il utilisait souvent. Il ne voulait pas qu'on la voie comme sa sœur, ni en public, ni même en privé. Il la soutenait financièrement, mais à distance. Toujours à distance. Et qu'en est-il de Johann Schmidt Jr.? Il n'était pas si proche, mais il voyait les répercussions du comportement d'Hitler sur toute la famille. Comment les gens évitaient de mentionner Jelly, comment le nom de Paula avait changé, et comment les proches craignaient d'être vus à ses côtés. Ce n'étaient pas des secrets qu'un enfant pouvait ignorer. Lors des réunions familiales, Hitler apparaissait non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il le devait. Il partait dès qu'il le pouvait. Lorsqu'il devint puissant, cette aliénation devint officielle.
Le souvenir de Jelly disparut de la sphère publique. Paula fut réduite au silence. Angela, autrefois une confidente, fut discrètement écartée de son cercle proche. Des gens comme Johan n'étaient même pas mentionnés. Ils furent simplement effacés du cadre comme de vieilles photos qu'on ne voulait plus voir. Au moment où le monde l'appela Führer, il n'avait plus de véritable famille, ni par le sang, ni par les sentiments. Ils étaient soit morts, soit éloignés, soit oubliés. Et pourtant, Johan se souvenait. Pas seulement des discours politiques ou des rassemblements, mais de la façon dont un silence de mort s'installait dans une pièce lorsque cet homme entrait, comment les gens évitaient son regard et comment la présence de ce jeune homme pouvait peser comme une lourde charge. C'est une version d'Hitler que le monde n'a jamais vue et c'est une version que Johan n'a jamais pu oublier. Chaque figure sinistre a quelqu'un qui l'a vue avant qu'elle ne se révèle au monde. Pour Hitler, cette personne était Johann Schmidt Jr., et son histoire est celle que nous n'avons jamais entendue, jusqu'à aujourd'hui. Johann Schmidt Jr. n'était qu'un garçon grandissant dans un village autrichien tranquille. À l'époque, son nom de famille n'avait rien de particulier. Il n'avait pas de poids, n'affectait pas ses interactions et ne lui causait aucune inquiétude. Tout cela changerait plus tard. La dernière fois que Johann vit Adolf Hitler, c'était en 1907. C'était une visite familiale alors qu'Hitler était encore adolescent. Déjà à cette époque, il se démarquait bien qu'il ne fut pas encore dangereux. Il ne participait pas au jeu ni au rire, il observait simplement. Ce fut la dernière fois que leurs chemins se croisèrent en personne. Lorsque la guerre prit fin en 1945, le monde réclamait des réponses pour tout ce qui s'était passé. Après la victoire des Alliés, l'Europe était en ruine et le monde commença à punir les coupables. Mais si vous portiez le nom de Hitler, vous étiez automatiquement considéré comme coupable. C'est ainsi que les agents soviétiques arrêtèrent Johann, alors âgé de seulement 18 ans. Il fut arrêté avec 4 autres membres de sa famille, son père Johann Sr., sa mère Maria, ainsi que 2 cousins Édouard et Ignaz. Ils furent accusés de trop en savoir et de soutenir les plans de Hitler contre l'Union soviétique, bien que rien ne fût prouvé. Mais cela n'avait pas d'importance. Ils furent arrachés de leur foyer et envoyés dans un camp de travail soviétique à l'Est. Ce fut une sentence cruelle prononcée sans procès, alimentée par la rage. Leur crime était leur sang et leur nom. La vie dans les camps était insupportable. Les prisonniers travaillaient du matin au soir. La nourriture était rare, les maladies se propageaient et les gardiens étaient brutaux. Survivre était un combat quotidien. Certains membres de la famille n'y survécurent pas. Les parents de Johann moururent entre 1949 et 1953. Son cousin aîné, Edward, mourut également sans jamais quitter le camp. Maria et Ignaz périrent en détention. Johann perdit littéralement tout, y compris sa maison et sa famille. Puis en 1955, quelque chose d'étonnant se produisit. Le gouvernement soviétique le libéra. Johann quitta le camp seul, blessé, mais vivant. Il retourna dans son Autriche natale qu'il reconnut à peine. Sa ville natale était silencieuse. Sa maison avait disparu. Il n'avait ni frère, ni sœur, ni parents. Seulement un nom qui portait une histoire sombre. Les gens le reconnaissaient, mais l'évitaient. Certains le regardaient simplement. Johann continua à vivre. Il trouva un métier et construisit sa vie. Mais partout où il allait, des murmures le suivaient. Il n'avait pas choisi ce nom, mais il emportait le fardeau. Pendant des années, il resta silencieux. Il ne se plaignait pas, ne se défendait pas, ne demandait pas de compassion. Il voulait simplement vivre en paix. Il avait des opportunités de parler et il avait de bonnes raisons de se taire. Mais qu'est-ce qui empêchait Johann de raconter son histoire? Et qu'est-ce qui a changé après toutes ces années? Johann Schmidt Jr. restait silencieux parce qu'il avait peur. Ce n'était pas une peur qui disparaît facilement. Cette peur était apprise, enracinée, profondément ressentie. En Allemagne nazie, la punition s'étendait au-delà de l'accusé. C'était une pratique appelée Sippenhaftung, ou arrestation familiale. Si quelqu'un était soupçonné d'un crime, toute sa famille pouvait être punie, peu importe à quel point les liens étaient éloignés. Le sang pouvait vous trahir, alors les gens apprirent à se taire, et Johann l'apprit très tôt. Quand la guerre prit fin et qu'Hitler fut mort, Johann ne trouva pas la liberté. On le traquait.
Pendant son emprisonnement, les interrogatoires survenaient à des moments imprévisibles, parfois la nuit, souvent sans avertissement. On lui posait des questions déroutantes et on l'accusait de choses qu'il ne pouvait expliquer. L'objectif n'était pas d'obtenir des réponses, mais de maintenir le contrôle. Quand les réponses manquaient, on les fabriquait. Il y avait des aveux forcés et des documents signés. À cause de cela, le silence devint une tactique de survie. Chaque mot était dangereux, alors Joanne cessa de parler. Son père, son cousin et sa mère moururent dans le camp, non pas par des balles, mais lentement de faim, de froid, de maladies et d'épuisement physique. Il n'existe aucune trace d'une exécution. Leurs morts furent le résultat d'une négligence systématique et d'un épuisement physique, ce qui était tragiquement courant dans le système du goulag soviétique, en particulier pour les prisonniers détenus pour des accusations politiques ou sans procès, comme Johann et sa famille. Et peu importe à quel point sa vie devint ordinaire après sa libération, une question implicite planait toujours dans l'air: que savait-il? Cette question précise hantait chaque membre de la famille de Hitler. Certains affirmaient ne rien savoir d'autre, laissaient entendre qu'ils en savaient plus qu'ils ne voulaient l'admettre. Certains se retirèrent complètement. Alors la famille était-elle au courant de l'Holocauste? Vous avez probablement déjà entendu ce mot. L'Holocauste. Mais que signifie-t-il vraiment? Ce n'était pas un jour ou un acte isolé. C'était une tentative lente et systématique d'effacer tout un peuple de la surface de la Terre. Adolf Hitler et le régime nazi ont orchestré une campagne qui a conduit à la mort de 6 millions de Juifs. Cette campagne fut appelée par eux la solution finale. Et elle ne s'arrêta pas au peuple juif. Des millions d'autres furent également visés: Roms, personnes handicapées, membres de la communauté LGBTQ+, dissidents politiques, tous ceux que les nazis jugeaient indignes de leur monde idéal. Cela commença par des lois des boycotts et des ghettos pour aboutir à des trains et à des camps comme Auschwitz-Treblinka et Sobibor, qui étaient de véritables usines de mort. Des lieux où les gens souffraient, étaient privés de nourriture de dignité, et beaucoup ne ressortaient jamais vivants. Ce qui rend cela encore plus difficile à comprendre, c'est que certains membres de la propre famille de Hitler affirmaient ne rien savoir. Nous ne pouvons pas parler pour chacun d'eux. Mais la vérité est que certains ont probablement entendu des murmures sur les déportations, les trains et les disparitions, ce qui rend difficile d'évaluer leurs croyances et leur degré d'acceptation. Dans le cas de Johann, il ne dit rien non pas parce qu'il était coupable, mais parce que le silence lui avait sauvé la vie. Parler aurait signifié rouvrir des blessures à peine cicatrisées. Cela aurait signifié s'exposer à nouveau et peut-être exposer d'autres à un danger. Sa douleur n'était pas seulement liée à ce qu'il avait vécu, mais à ce qu'il avait vu arriver à ceux qui l'entouraient. Il portait le fardeau de leur souffrance, de leur mort, et la culpabilité du survivant. Son secret n'était pas à propos d'Hitler, mais à propos de la peur et de son impact sur ceux qui furent entraînés dans une guerre qui n'était pas la leur. La question que l'histoire tente encore de démêler est la suivante: vous avez entendu parler des crimes, mais qu'en est-il des autres? Ceux qui sont restés chez eux ont gardé le silence et ont quand même payé pour cela. Regardons ce qui s'est passé lorsque la culpabilité fut héritée. Quand la guerre prit fin, peu importait que vous ayez combattu pour Hitler ou non. Dans certains endroits, être son parent suffisait. C'est ce qui arriva à Maria Schmidt. Elle était la cousine de Johann, mariée discrète, et n'était pas impliquée en politique. Mais son nom de famille était Schmidt, et cela était assez proche. En mai 1945, des agents soviétiques l'arrêtèrent chez elle, ainsi que son mari Ignaz Koppensteiner et ses frères Johann Sr. et Edouard, sans un mot d'explication ni aucun procès. Ils furent tous envoyés à Moscou. Maria passa les premières semaines dans la prison de Lefortovo, un bâtiment de pierre froide où la lumière atteignait à peine le sol. Elle fut interrogée encore et encore, les mêmes questions répétées, jusqu'à ce que son esprit ne puisse plus distinguer les souvenirs de l'épuisement. Finalement, elle avoua, disant qu'en tant que cousine d'Adolf Hitler, elle avait des liens avec lui. Cette phrase, mot pour mot, fut extraite de son protocole d'interrogatoire soviétique. Ce n'était pas vrai, mais c'était ce qu'il voulait entendre. Elle fut condamnée à 25 ans de travaux forcés. Elle fut envoyée à l'est, dans les montagnes de l'Oural, dans un camp de prisonniers près de Verkhnérolsk. Le froid y était insupportable et elle mourut en 1953. Son frère Édouard résista un peu plus longtemps. Il était déjà atteint de tuberculose lorsqu'il fut arrêté,
Mais les enquêteurs s'en moquaient. Ils ne cherchaient pas la vérité, ils voulaient des noms des aveux. Et finalement, ils en obtinrent un. Edward avoua qu'il était un parent d'Adolf Hitler et qu'il approuvait ses plans politico-militaires contre l'Union soviétique. Cela ne suffit pas à le sauver. Il mourut en 1951 à l'hôpital de Verkhneyarsk. Sa dernière lettre suppliant pour des vêtements chauds reste un témoignage poignant de ses souffrances. Puis il y avait Ignaz. Il n'était pas un parent de sang, mais il était lié à la famille par mariage. Il était l'époux de Maria et cela seul fit de lui une cible. Ignaz mourut finalement de tuberculose en 1949 dans la prison de Lefortovo à Moscou. Avant de mourir, il regretta d'avoir épousé une cousine d'Hitler, se demandant « Pourquoi l'ai-je épousée ?» Il ne posa pas cette question comme une interrogation, mais comme un homme qui connaissait déjà la réponse. Ils n'étaient pas un soldat, aucun d'eux n'avait signé d'ordre, aucun n'avait construit de camp. Ils étaient fermiers, employés menant une vie simple. Mais ils furent punis parce que quelqu'un d'autre avait traîné leur nom dans l'enfer. Ils ne furent pas exécutés, pas officiellement, mais ils furent laissés à l'abandon. Ces personnes moururent à différents mois, différentes années, mais dans le même système qui se moquait complètement de qui elles étaient vraiment. Aujourd'hui, après 7 décennies de silence, le cousin d'Hitler est enfin prêt à parler. Et lorsque le dernier parent d'Hitler s'exprime, le poids de ce qu'il a gardé en lui parle plus fort que n'importe quelle sensation ne pourrait jamais le faire. Le père de Johann et Adolf Hitler étaient cousins. Leur mère était une sœur. Cela faisait de Johann Jr. un membre de la famille, qu'il le veuille ou non. Il y avait une histoire que le père de Johann lui raconta un jour, une histoire qui ne le quitta jamais. En 1907, Hitler, encore adolescent, rendit visite à la famille. Ils étaient assis ensemble dans le jardin. À un moment, Adolf Hitler prit une grenouille. Sans aucune émotion, il commença à expliquer son anatomie. « Regarde, si je frappe ce nerf ici, elle mourra. » Puis il la dit c'est quoi, calmement, méthodiquement. Le père de Johann observa tout cela. Des années plus tard, il se souvenait encore à quel point c'était froid. Pas l'acte lui-même, mais à quel point il était banal, comme si quelqu'un montrait un tour lors d'une fête. C'était mal même à l'époque. Johann raconta « Mon père était horrifié. » L'oncle Adolphe expliqua ensuite tous les organes internes. À mesure que son pouvoir grandissait, il ne rapprochait pas la famille et l'éloignait. Comme mentionné précédemment, seuls 2 proches restèrent à ses côtés. Angela, sa demi-sœur, gérait son foyer et sa fille Gélie était toujours près de lui. Mais après la mort de Gélie, son nom ne fut plus jamais prononcé, même parmi les proches. Johann dit un jour « Il reniait ses racines à Waldviertel et à un moment donné, nous sommes devenus trop insignifiants pour lui. » C'est ainsi qu'Hitler les voyait finalement non pas comme une famille, mais comme quelque chose à cacher. Quand Johann parlait, ce n'était pas pour blanchir son nom. C'était pour fermer une porte. De l'autre côté de cette porte, ce qui restait de la famille de Hitler commençait déjà à disparaître. Pas de manière dramatique, mais très subtilement. Il fallait regarder de près pour le remarquer. Paula Hitler, la seule sœur biologique d'Adolf, vécut le reste de ses jours dans un silence presque total. Après la guerre, elle a vécu sous le nom de Paula Wolf à Berchtesgaden. Elle travaillait dans l'artisanat, évitait l'attention et fuyait la publicité. Elle déclara aux enquêteurs américains en 1945 qu'elle ne croyait pas en ce que son frère avait fait. Elle dit qu'elle ne pouvait pas l'imaginer et peut-être le pensait-elle, ou peut-être pas. Personne ne lui posa plus de questions. Elle mourut en 1960 sans enfant. De l'autre côté de l'océan, la branche américaine de la famille avait déjà fait son choix. William Patrick Hitler, le demi-neveu d'Adolf, avait quitté l'Allemagne des années auparavant. Il s'engagea dans la marine américaine, participa à la guerre, et quand elle fut finie, il abandonna le nom qui le suivait comme une ombre. Il changea son nom en William Stewart Houston et construisit une vie tranquille à Long Island. Il ouvrit un laboratoire médical et garda son passé secret. Il eut 4 fils, Alexander Louis, Howard et Brian. Ils savaient exactement d'où ils venaient, et ils ne voulaient pas s'en faire partie. Aucun d'eux n'eut d'enfant, et à un moment des rumeurs circulèrent sur un pacte tacite entre les frères, une décision de laisser la lignée s'éteindre avec eux. Alexander déclara plus tard qu'il n'y avait pas d'accord officiel, mais il reconnut que ses frères avaient fait leur choix et s'y étaient tenus. En Autriche, les proches restants gardaient également le silence.
La demi-sœur d'Adolf Angela et ses enfants Léo et Elfried disparurent de la vue du public après la guerre. Ils ne s'exprimèrent jamais publiquement, ne donnèrent jamais d'interview, ne répondirent jamais aux questions. Et quand ils moururent, leurs histoires moururent avec eux. Il n'y avait pas de loi leur ordonnant de disparaître, pas de documents officiels indiquant que la famille devait s'éteindre. Mais d'une manière ou d'une autre, chacun fit le même choix: disparaître de la vue, changer de nom, s'installer dans un endroit discret et ne transmettre le nom à personne d'autre. Était-ce de la culpabilité? Était-ce de la honte? Peut-être était-ce quelque chose de plus profond, le sentiment que ce nom avait déjà causé assez de mal. Mais aussi puissant qu'un homme puisse sembler, le temps rattrape tout le monde. Et finalement, il rattrapa aussi Adolf Hitler. Au printemps 1945, le monde d'Adolf Hitler s'effondrait. L'empire qu'il avait construit sur la peur et la cruauté s'écroulait chaque jour. Les chars soviétiques étaient déjà à Berlin et Hitler était sous terre dans un bunker en béton, rédigeant des adieux, décorant des adolescents de médailles et tremblant de maladie et de rage. Le 20 avril, pour son 56e anniversaire, Hitler sortit brièvement du bunker pour rencontrer des membres des jeunesses hitlériennes. C'étaient des enfants, certains âgés de seulement 12 ans, choisis pour défendre une ville déjà perdue. L'un d'eux raconta plus tard que la main d'Hitler tremblait lorsqu'il remettait des médailles et que ses yeux étaient vides. À ce moment-là, la guerre n'était plus une guerre, c'était un effondrement catastrophique. 2,5 millions de soldats soviétiques avançaient. Alors que la ville au-dessus de lui brûlait, Hitler restait en bas essayant de commander une armée qui existait à peine. Dans le bunker, l'atmosphère était tendue comme dans une pièce où tout le monde connaissait la vérité, mais personne n'osait la dire. Les défenses de la ville avaient disparu, la nourriture s'épuisait. Hitler refusait d'accepter tout cela. Il ordonnait des contre-offensives inexistantes. Il parlait d'armées déjà anéanties. Personne ne le corrigeait pas à voix haute. L'un des généraux à qui il donnait des ordres était Felix Steiner, connu pour avoir dirigé les troupes SS. Hitler lui ordonna de lancer une dernière contre-offensive. Steiner ne le fit pas, il ne pouvait pas. Il n'y avait plus de troupes à commander. Quand Hitler l'apprit, il entra dans une rage folle, criant sur son état-major. Ce fut la dernière fois qu'il le vira de perdre ainsi le contrôle. Le 23 avril, deux des hommes les plus proches de Hitler firent des gestes de trahison. Hermann Göring, chef de l'aviation allemande, et autrefois considéré comme le successeur de Hitler, envoya un télégramme à Adolf Hitler. Il déclara que puisque Hitler était coupé du monde, il était prêt à prendre le pouvoir. Hitler y vit une trahison. Il destitua Göring de tous ses postes et ordonna son exécution. De plus, Heinrich Himmler, chef des SS et architecte des camps de concentration, alla plus loin. Il tenta de négocier secrètement la paix avec les Alliés. Quand Hitler l'apprit le lendemain, il fut furieux et ordonna l'arrestation de Himmler. La même semaine, Hitler commença à rédiger ce qu'il appela son dernier testament politique. Il accusait les Juifs, les communistes, tout le monde sauf lui-même. Puis il prit une décision qui surprit même ses proches. Quelques heures plus tard, il épousa Eva Braun. Elle était à ses côtés depuis plus de 10 ans, mais toujours dans l'ombre. Maintenant, alors que la mort approchait, elle sortit de l'ombre pour devenir sa femme. Ce n'était pas une célébration, c'était plutôt un adieu. Le 30 avril, Hitler et Eva entrèrent dans son bureau privé. Ils s'assirent ensemble. Quelques minutes plus tard, un coup de feu retentit dans le couloir. Son valet Heinz Linge et son adjudant personnel Otto Günsch furent les premiers à découvrir les corps. Eva avait pris du cyanure. Hitler s'était suicidé dans le bunker. Lorsqu'ils le trouvèrent, la scène était exactement ce qu'ils craignaient. Suivant ses instructions, Linge et Günsch transportèrent les corps à l'extérieur, les placèrent dans un cratère peu profond près du jardin et les incinérèrent. C'est ainsi que l'homme qui avait terrorisé le monde choisit de le quitter. Sans procès, sans excuses, sans dernier discours. Juste une fin silencieuse dans les cendres d'une guerre dévastée. Le lendemain, Joseph Goebbels, chef de la propagande de Hitler, administra à ses enfants une substance qui les fit dormir pour ne plus jamais se réveiller. Ensuite, lui et sa femme décidèrent également de mettre fin à leur jour. D'autres suivirent leur exemple. Un par un, les officiels nazis commencèrent à se suicider par loyauté, peur ou quelque chose de plus sombre que personne ne pouvait expliquer. Le 2 mai, Berlin capitula.
Une semaine plus tard, l'Allemagne nazie cessa d'exister. Mais l'horreur ne s'arrêta pas avec la mort de Hitler. Les camps de concentration étaient encore pleins, les prisonniers étaient forcés de marcher sur des kilomètres dans la neige, sans chaussures, sans nourriture. Des milliers moururent même après la capitulation. Johann Schmidt Jr. luttait encore pour survivre. À ce moment-là, il ignorait même les atrocités commises au nom de Hitler. Mais il ressentit un changement, un silence et une soudaine vacuité dans un monde qui avait autrefois marché au rythme de la voix d'un seul homme. Et la vérité, c'est que ce silence n'apporta pas la paix. Il laissa des questions. Car lorsqu'un homme comme Hitler meurt, le monde veut des réponses. Mais parfois, ceux qui l'ont connu avant son ascension sont les seuls à vraiment comprendre sa chute. Aujourd'hui, la famille de Hitler ne semble plus réelle. C'est plutôt une ombre, quelque chose dont on parle de temps en temps, mais que personne ne voit vraiment. Quelques personnes sont encore en vie, 2 en Autriche, 3 aux États-Unis. Pas d'enfants, pas d'héritage, pas de désir d'être trouvé. La lignée ne s'éteindra pas dans un moment dramatique. Elle s'éteindra discrètement comme la plupart des choses, et peut-être est-ce que la seule fin qu'elle pouvait avoir. Mais si vous étiez né avec ce nom, vous effaceriez-vous aussi? Faites-nous savoir dans les commentaires. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien, vos likes et vos abonnements sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour rester informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nos prochaines vidéos. Nos prochaines vidéos. Nos prochaines vidéos.